peut écrire des choses pareilles. Non mais non, non mais non. Et en fait ce moment il est tellement touchant. Gommage. Ce chapitre. Je pense qu'il en peut plus, il croit en plus rien ni en personne. J'ai pitié. Ce chapitre me bouleverse. Dans ce cœur où il y avait eu une plaie, il y eut une cicatrice. Voilà tout. Guys, good morning. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai bien dormi, mais au début j'ai eu un peu de mal à m'endormir. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour. It's D-Day. Ok, c'est le jour J. Aujourd'hui on va lire mon chapitre préféré des Misérables. Mais d'abord, guys, on se fait un café parce que j'ai pas pris de café ce matin. Je vous ai attendu et j'ai attendu qu'on prenne le café ensemble autour des Misérables. Franchement, vous savez ce que je me dis? Je me dis que si avec cette vidéo j'arrive pas à vous convaincre de lire Les Misérables, c'est que j'y arriverai probablement jamais. Ouais, je le pense. Ok guys, tout est prêt. Voilà, la dernière fois on s'était arrêté là. Mon marque-page, il est tellement poétique. Livre deuxième, la chute. Non mais je vous jure ce chapitre. Le soir d'un jour de marche. Ok, allez. Je détrousse mes manches carrément. Je suis tellement excitée que j'avais presque oublié que j'étais aveugle. I have my coffee. En plus, ce sont les premiers jours du mois d'octobre. C'est mon mois préféré de toute l'année. Les premiers jours du mois d'octobre 1815. Je me demande à quoi ça doit ressembler un jour d'octobre en 1815. Donc il y a un homme qui a marché toute la journée et il arrive dans la petite ville de Tignes. Là où vit donc l'évêque dont on parle depuis le début. Et c'est fou parce que les personnes du coup qui le croisent, voilà ce qu'on écrit, on écrit: il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. Et ce passant, vous l'aurez compris, c'est Jean Valjean. C'est Jean Valjean. Je suis tellement heureuse d'être enfin arrivée au moment où Jean Valjean entre dans l'histoire, tu vois. Alors, faut savoir que Jean Valjean, il a marché toute la journée et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il arrive dans une auberge et il veut manger parce qu'il a rien mangé, donc il veut aussi dormir là-bas. L'aubergiste lui dit qu'il n'y a pas de souci tant qu'il peut payer, voilà, il l'installe, etc. Mais il le regarde d'un œil bizarre, tu vois. Il envoie un enfant qui travaille pour lui se renseigner sur cet homme qui vient d'arriver dans la ville. Il a l'air bizarre. L'enfant revient et en fait, d'un coup, l'hôte dit donc à Jean Valjean qu'il doit partir. Jean Valjean, il se demande pourquoi et il lui dit: est-ce que t'as peur que je ne paye pas? Je peux te payer avant de manger si tu veux. L'homme lui dit non, qu'il peut pas le garder, qu'il a plus de chambre pour le faire dormir et Jean Valjean il lui dit: bah tu peux me mettre à l'écurie, je m'en fiche. L'homme lui dit que non parce que les chevaux prennent trop de place et Jean Valjean il lui dit: mais peu importe, genre, je veux manger, si tu veux je te paye maintenant et on verra plus tard pour la chambre. L'homme il lui dit: non, je te donnerai ni à manger et tu pourras pas dormir ici non plus. Et d'un coup l'aubergiste lui dit: je sais très bien quitter, tu t'appelles Jean Valjean. On nous dit pas encore en fait c'est quoi son tort à Jean Valjean, mais en fait on a l'impression que juste le fait qu'il s'appelle Jean Valjean c'est déjà éliminatoire, personne voudra de lui. Et à ce moment là quand l'homme lui dit ça, Jean Valjean il baisse la tête, il ramasse son sac, il prend ses affaires et il part. Je vous jure, rien que ça me dépasse. Comment tu peux refuser de nourrir quelqu'un? Surtout que la personne elle propose même de te payer avant, tu vois. Comment tu peux refuser de nourrir quelqu'un qui a faim? Non mais c'est horrible. Il marchait devant lui au hasard, rasant de près les maisons comme un homme humilié et triste. Bon, à ce moment-là, je m'en rappelle, tu vois, la première fois quand j'avais lu, déjà j'avais trouvé ça horrible, mais j'avoue que je me disais aussi, mais pourquoi est-ce qu'il le traite comme ça? Parce que là, tu vois, le Victor Hugo, il nous laisse entendre qu'il y a quelque chose, en fait, lié à son nom qui fait que les gens, ils sont hostiles à son égard et tout, et j'avoue, je me demandais, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? Mais en même temps, je me disais, rien de tout ce qu'il a pu faire ne justifie qu'on le traite de cette manière. Il a faim. Quoi qu'il en soit, quelqu'un qui a faim, tu le nourris. Et là, j'avais souligné une phrase qui était: les gens accablés ne regardent pas derrière eux. Ils ne savent que trop que le mauvais sort les suit. Je vous jure, ça me fait tellement de la peine pour Jean Valjean. Le pire, c'est que le pire est à venir. En fait, ça me fait trop de la peine parce que, tu vois, il est chassé d'ici et là. Et en fait, Victor Hugo met vraiment l'accent sur le fait que cet homme a faim, tu vois. Il a faim et tout autour de lui, il y a des gens qui sont en mesure de le nourrir. Il y a de la nourriture et il y en a assez et il peut payer en plus pour cette nourriture, mais on ne veut pas le nourrir. Tu vois, c'est vraiment la cruauté, je trouve, poussée à l'extrême
Bon, là du coup, vu ce qui s'est passé, il s'est dit il va pas aller dans des endroits de fous, il va plutôt essayer de trouver des styles, des cabarets qui payent pas de mine, peut-être que là-bas les gens seront un peu moins durs. Voilà. Il est rentré dans le cabaret et le maître des lieux lui demande ce qu'il veut et il dit qu'il veut manger et dormir. Bref, les ragots vont très vite dans une petite ville et cet homme-là s'approche de Jean Valjean et il lui dit « Tu vas t'en aller d'ici ». Encore une fois. L'étranger, c'est-à-dire Jean Valjean, se retourna et répondit avec douceur « Ah, vous savez ». Le cabaretier lui dit « Oui » et Jean Valjean il lui dit « On m'a chassé de l'autre auberge et l'on te chasse de celle-ci ». Et Jean Valjean il lui dit mais où voulez-vous que j'aille? Et l'homme lui répond ailleurs. En gros j'en ai rien à foutre. L'homme prit son bâton et son sac et s'en alla. Encore une fois. Ça fait déjà 2 endroits. Et quand il sort du cabaret, il y a quelques enfants qui l'avaient suivi de la première auberge où il était allé et d'où on l'a chassé. Ces enfants, on dirait qu'ils l'avaient attendu à la sortie, lui jetèrent des pierres. Tu vois, c'est là aussi que tu vois l'impact que les adultes peuvent avoir sur les enfants. Il est tellement désespéré qu'il est passé à côté d'une prison et il a demandé à la personne qui était à l'accueil s'il pouvait lui donner une cellule. Et la personne lui a dit « Ici, c'est pas une auberge. Si t'as envie qu'on t'arrête, il faut commettre un crime. » Et il lui a fermé la porte au nez. Alors ici c'est un des moments qui m'a fait le plus de peine quand je lisais cette partie, c'est que en fait il vient de se faire chasser avec la prison de 3 endroits et en fait en marchant il passe à côté d'une maison et en fait donc il y a la fenêtre et il regarde par la fenêtre, il voit une belle maison à l'intérieur, il voit que c'est super joli, c'est lumineux, il voit une table. En fait la maison dégageait vraiment la joie, tu vois, le bonheur. Et donc à table il voit un homme qui a un enfant sur ses genoux et en fait ils ont l'air joyeux et près de cet homme il y avait une femme qui était en train d'allaiter et Victor Hugo il écrit « Le père riait, l'enfant riait, la mère souriait ». Et en fait j'adore cette scène parce que tu vois vraiment le contraste entre Jean Valjean et ce qui se passe à l'intérieur de cette maison. Et donc Jean Valjean reste un moment rêveur devant ce spectacle doux et calmant, c'est ce qu'écrit Victor Hugo, et il dit « Que se passait-il en lui, donc en Jean Valjean, seul lui-même aurait pu le dire ». Et en fait la phrase d'après, j'ai envie de mourir. Il est probable qu'il pensa que cette maison joyeuse serait hospitalière et que là où il voyait tant de bonheur, il trouverait peut-être un peu de pitié. C'est-à-dire qu'il est face à une maison où à l'intérieur, il voit des gens heureux, tu vois, il voit une famille heureuse. La maison, elle est super belle, il y a à manger. Enfin, tu vois vraiment des gens contents de leur destin. Et forcément, lui, avec son malheur et le fait qu'il vient de se faire chasser de partout, il se dit peut-être qu'à l'intérieur de cette maison où il y a autant de personnes joyeuses, peut-être qu'il y aurait aussi un peu de pitié. Il frappa au carreau un petit coup très faible. On n'entendait pas. Il frappa un second coup, puis il a frappé une 3e fois. Le mari se lève, il prend la lampe et il va ouvrir la porte. Et là, Victor Hugo, il décrit un peu cet homme, tu vois, bref, on va passer ce passage. Mais à la fin, il dit « Et sur tout cela, cet air d'être chez soi qui est une chose inexprimable. » Et là, Jean Valjean, déjà, il commence sa phrase en disant « Monsieur, pardon ». Et il lui demande « Est-ce que si je vous paye, c'est possible de me donner à manger et un coin pour dormir dans leur jardin ? Dites, pourriez-vous en payant ?» Il insiste toujours sur le fait qu'il peut payer, tu vois, qu'il peut payer ce qu'il demande. Donc l'homme, il lui demande qui il est, et Jean Valjean, il répond qu'il vient de tel endroit, qu'il a marché toute la journée, et il lui dit encore une fois, pourriez-vous en payant. Genre sa manière d'insister sur le fait qu'il peut payer parce qu'il sait que c'est sa seule... Je sais pas. Et l'homme, il lui dit qu'il refusera pas de loger, de nourrir quelqu'un de bien, mais il lui demande pourquoi est-ce qu'il va pas dans une auberge. Et Jean Valjean, il lui répond, il n'y a pas de place. Et l'homme lui répond que c'est pas possible parce qu'il n'y a aucun événement dans la ville à ce moment-là et que c'est bizarre qu'il n'y ait pas de place. Et il lui dit, est-ce que t'es allé à tel endroit? Et Jean Valjean, il lui répond, oui, je sais pas, il a pas voulu me recevoir. Et là, dans le regard de l'homme qui se tient devant Jean Valjean, son regard, il change un peu, tu vois, il commence à se méfier un peu de Jean Valjean. Est-ce que vous seriez l'homme? 3 petits points. Même lui, il a entendu parler de l'homme. D'un air un peu stupéfait, il fait 3 pas en arrière et il décroche son fusil du mur. C'est affreux. Je sais pas, peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais genre, moi je me mets vraiment à la place de Jean Valjean et je me dis, il est là depuis qu'il est arrivé dans cette ville et il essaye juste de manger.
il veut se reposer quelque part et on veut pas le recevoir et il demande même à ce qu'on le mette dans une écurie à côté des chevaux et même là on refuse et il passe à côté d'une maison où il voit de la joie et du bonheur dans cette maison et il se dit c'est sûr que dans une maison pareille il doit y avoir un peu de pitié. Il y va et là les gens quand ils apprennent qui il est, ils se méfient de lui, ils ont peur et jusqu'à il va braquer son fusil sur Jean Valjean. Genre t'imagines ce que ça doit être? Et la femme qui était à l'intérieur de la maison, elle s'était levée, elle avait pris ses 2 enfants dans ses bras et elle s'était réfugiée derrière son mari. En fait ça me fait doublement de la peine parce qu'avec du recul maintenant je sais ce qui s'était passé avec Jean Valjean, je sais pour quelle raison est-ce que les gens sont comme ça à son égard et je vous jure ça me révolte et ça me fait trop mal au cœur. Et là tu demandes à manger et on te regarde comme si t'étais un monstre alors qu'il n'a rien fait de mal. Je vous jure ça me fait trop de la peine. Petite pause pour parler. Vous avez été quelques-unes à m'envoyer un message sur Insta pour me dire que vous arriviez pas à trouver l'édition que j'ai des Misérables en librairie ou qu'il n'y a pas du tout les Misérables en librairie, que ça prend trop de temps à commander, que vous avez pas les moyens. Il y en a qui doivent même avoir la flemme de se déplacer en librairie, je vous connais. Et ben vous savez quoi? No panic! J'ai une solution pour nous. Guys, on peut quand même lire les Misérables ensemble parce que Next Story existe. Je crois qu'aujourd'hui ça fait un peu plus de 3 semaines que j'ai l'application Next Story et laissez-moi vous dire que c'est plutôt une sacrée dinguerie. C'est juste trop bien. Parce que quand je suis à table parce que je passe mes journées sur mon bureau en train de peindre et que j'en ai marre de regarder en boucle les mêmes séries ou que je trouve plus aucune vidéo YouTube à regarder, je me dis mais attends, j'ai l'application Next Story, pourquoi ne pas laisser quelqu'un m'avancer dans mes lectures? Je travaille beaucoup, je travaille du matin au soir, ce qui fait que bah j'ai pas trop le temps de lire tu vois, et quand j'arrive à la fin du mois et que je fais le point dans ma tête et où je me dis j'ai terminé aucun livre ce mois-ci, j'avoue que je me sens mal. Et bah vous savez quoi, l'autre jour j'ai ouvert l'application Next Story et j'ai laissé quelqu'un me faire la lecture de mon livre, Les Confessions de Rousseau. Mais c'est super. J'avais jamais écouté un livre audio de ma vie et vous savez quoi, c'est extraordinaire parce qu'avec le lien que je vous mets juste là, que je vous mets en description et que je vous mets en commentaire épinglé, genre vraiment vous pouvez pas rater le lien, vous avez 45 jours offerts. 45 jours où vous pouvez écouter des livres audio, écouter des podcasts, lire des livres, ils ont tous les livres. And you know what, si je peux me permettre, en ce moment je suis en train d'écouter un livre audio qui est juste peut-être que ça me donne envie d'envoyer des pêches, mais le livre audio, lui il a rien demandé et il est super et ça s'appelle Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Voilà, je suis une femme et j'ai beaucoup appris sur les femmes en écoutant ce livre audio. Donc si mes vidéos commencent à vous donner un peu envie de lire Les Misérables mais que vous n'êtes pas trop sûr et que vous n'avez pas encore envie d'aller l'acheter, guys, aucune excuse. Et c'est gratuit pendant 45 jours. Vous ouvrez l'application Next Story, dans la barre de recherche vous écrivez Les Misérables et vous avez toute une section Victor Hugo. Et pour les personnes qui n'aiment pas quand c'est trop long, quand c'est trop compliqué, vous avez même une édition abrégée. Ils ont même l'édition abrégée. Le lien, il est en description. Merci Next Story de m'aider à convaincre les autres de lire Les Misérables. Vraiment toute une propagande pour que vous lisiez Les Misérables. Je suis désolée, je suis une forceuse, c'est la seule chose avec laquelle je force. Ma mission, c'est de convaincre les gens à lire Les Misérables. Merci Next Story et nous on reprend la lecture et ça me rappelle qu'il faut que j'aille chercher des mouchoirs. C'est écrit que tout s'est fait genre plus vite que ce que Jean Valjean il a même pas compris en fait tellement que ça s'est passé vite. L'homme il a reculé et il lui a dit va-t'en. Et Jean Valjean il a répondu par grâce un verre d'eau. Franchement si j'étais à la place de cet homme qui a peur parce que bon allez je suis gentille, je vais dire bon je comprends les gens ils ont peur et tout mais vas-y t'as peur, donne-lui au moins un verre d'eau. Genre il te demande un verre d'eau. L'homme il lui répond qu'il va lui donner un coup de fusil. Et puis il ferme la porte violemment au nez de Jean Valjean et Jean Valjean il entend genre plein de verrous se fermer, les volets vont se fermer, tout se ferme en fait comme s'il se barricadait à l'intérieur de chez eux. Qu'est-ce qu'il va vous faire cet homme qui a faim et qui a soif? Je vous jure des fois ça me sidère parce que en fait ça me rappelle trop, je pense qu'on connaît tous des gens comme ça qui en fait souvent les gens ils vont pas chercher à comprendre le pourquoi du comment, ils vont être hyper méfiants. Genre ils vont voir une situation d'injustice et ils vont pas vouloir intervenir, soit parce qu'ils veulent pas se casser la tête, soit parce qu'ils se disent c'est pas mes affaires, je veux pas m'en mêler, dégage. Et en fait je me dis à moi seule, je connais tellement de gens comme ça que c'est sûr qu'au monde il y en a plein des gens comme ça tu vois. Bon, évidemment, Jean Valjean, bah, il part. Encore une fois, il s'en va. Et en fait, un peu plus loin, dans un jardin, il voit une sorte une hutte, tu vois. Et en fait, là, Victor Hugo, il dit que Jean Valjean, il s'était résigné. En fait, il avait accepté le fait qu'il va avoir faim et qu'il n'y a pas moyen de manger.
tu vois. Mais par contre il faisait très froid, c'était la nuit et en fait il devait se mettre à l'abri quelque part contre le froid parce que bah tu peux pas dormir tu vois sinon. Donc en fait c'était une hutte apparemment assez basse parce qu'il se met à plat ventre comme ça par terre et il se glisse à l'intérieur. Il est allongé et d'un coup quand il veut prendre son sac pour en faire un coussin, il entend un grondement et en fait c'était la niche d'un chien. Voilà. Il y avait un chien là-dedans. Moi ça me rend triste que ce soit pour le chien qui est là-bas seul dans le froid dehors ou que ce soit pour Jean Valjean. C'est fou parce que les êtres humains l'ont tellement chassé de tous les endroits où il a pu se présenter. Ils l'ont chassé de partout et en fait à la fin il se retrouve dans une niche de chien parce qu'il a plus de solution. Ça me révolte. Donc là Jean Valjean il prend son bâton tu vois, genre il quitte pas le chien des yeux et en même temps il essaye de sortir de sa niche et voilà il finit par sortir donc de la niche de chien, il sort du jardin et une fois qu'il était dehors seul il se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit sur une pierre et il paraît qu'un passant qui traversait l'entendait crier « Je ne suis pas même un chien ». Bref, il se remet à marcher et il sort de la ville. En fait, il espère à ce stade trouver, je pense, un arbre ou je sais pas, même des rochers où il y aurait un petit trou pour se mettre dedans. Enfin, ça me fend le cœur, je vous jure, ça me fait trop de la peine. En fait, là, il arrive dans un champ, mais en fait, déjà, il n'y a pas d'arbre. Il y a un arbre et je sais pas si c'est son état qui fait ça, mais il a même eu l'impression que même dans cette nature, on voulait pas de lui. Tu vois, il faisait vraiment nuit noire. Il y avait des nuages, donc on avait l'impression qu'il allait pleuvoir. Je sais pas, tout le spectacle lui a paru un peu comme si même la nature était hostile au fait qu'il aille dormir à ciel ouvert, tu vois. Donc il fait demi-tour et il retourne à Digne. Et en fait là, il est tellement épuisé qu'il trouve un banc et en fait, il se couche sur le banc. Genre vraiment, je pense qu'il y a un moment où t'arrives à un stade où t'en as plus rien à faire, tu vois. Là, je pense qu'il était vraiment dans cet état-là. Sachant qu'il est passé à côté d'une église et qu'il a montré le poing à l'église. C'est pour vous dire à quel point, genre, il en peut plus. Je pense qu'il en peut plus, il croit en plus rien ni en personne. Une vieille femme sortait de l'église en ce moment et vit un homme étendu dans l'ombre. Et là, elle lui dit « Que faites-vous là, mon ami ?» Jean Valjean, lui, il répond un peu durement et avec de la colère et il dit « Vous le voyez, bonne femme, je me couche. » Et en fait, elle lui demande si il va dormir sur ce banc. Et Jean Valjean, lui, il répond « J'ai eu pendant 19 ans un matelas de bois et j'ai aujourd'hui un matelas de pierre. » En gros, ça change pas grand-chose. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'il va pas à l'auberge et il lui dit qu'il n'a pas d'argent alors qu'il a de l'argent. C'est juste que les êtres humains ne veulent pas de lui parce que l'humain est méchant. Et la dame, elle lui dit mais c'est pas possible que tu restes dormir comme ça la nuit, tu vois. C'est la première fois que je pense qu'il croise quelqu'un qui se soucie un minimum de lui et lui dit non mais c'est pas possible et tout. Est-ce que t'as essayé d'aller à l'auberge parce que t'as froid et t'as faim et on aurait pu te loger rien que par charité, tu vois, même si t'as pas assez d'argent. Et Jean Valjean il dit j'ai frappé à toutes les portes et la femme elle lui dit eh bien partout on m'a chassé. Et la bonne femme toucha le bras de Jean Valjean, elle lui montre la maison du doigt et elle lui dit vous avez frappé à toutes les portes, est-ce que vous avez frappé à cette porte? Et Jean Valjean il dit non et elle dit frappez-y. Guys, et c'est la porte de l'évêque de Digne. Et là c'est... C'est vraiment le moment que je préfère le plus dans l'histoire, quand Jean Valjean, après avoir frappé à toutes les portes de cette ville et où il a été chassé de partout, il va aller frapper à la seule porte qu'il n'avait pas frappée, c'est-à-dire la porte de l'évêque. Vraiment la scène elle va être magnifique, la scène elle va être extraordinaire et elle est tellement touchante. Vraiment cette scène, ce chapitre me bouleverse. Ça me bouleverse, c'est magnifique. Et vous savez quoi, l'autre jour, je regardais même sur internet, je regardais si les gens en dehors de la France connaissent un peu Les Misérables. Enfin, je savais que oui, tu vois, mais je voulais voir un peu l'impact qu'avaient eu Les Misérables sur, on va dire, les jeunes, etc. Et quelle fut ma surprise de voir que même à l'étranger, genre, il y a des gens qui essayent de convaincre les autres sur internet de lire Les Misérables. Et je me dis, mais... Bref, là on repasse à l'évêque. La sœur de l'évêque et leur servante sont en train de parler et pendant que la servante était allée faire des courses pour leur souper du soir, elle avait entendu des ragots, des gens qui disaient ouais apparemment il y a un homme hyper bizarre qui est en train de rôder dans la rue. Et donc elle était en train de raconter ça à la sœur de l'évêque et en fait la sœur elle commence à s'inquiéter un peu parce que si vous vous rappelez bien, j'avais dit dans la dernière vidéo qu'en fait ils ne mettent pas de verrou en fait sur leur porte parce que l'évêque dit que la porte d'un évêque doit toujours être ouverte. Et donc sa sœur elle lui dit mais est-ce que t'entends ce qu'elle est en train de dire, etc. Et l'évêque il dit oui j'ai entendu dire quelques petits trucs. Et là donc la servante elle se remet à raconter l'histoire et elle commence
commence à exagérer un peu les traits. Et elle dit voilà, c'est un homme, apparemment il marche pieds nus, il a un sac, il a une mine bizarre et tout. Et l'évêque il dit vraiment, genre il écoute de ouf. Et en fait la servante elle a l'impression qu'il écoute parce qu'il commence à se méfier lui aussi. Sauf que je pense que la manière dont lui il écoute, c'est plus dans le sens où il écoute parce qu'il se dit c'est quelqu'un que je dois aider, tu vois, vu que tout le monde refuse de le recevoir. Et en fait, au même moment où la servante, elle disait oui, il faut qu'on aille voir un serrurier pour qu'on puisse fermer la porte parce que c'est dangereux, imagine la nuit, on dort, il vient, il rentre dans la maison, on fait comment, tu vois. Au même moment, on frappe à la porte. Ce chapitre. La porte s'ouvre. Et là, on va voir la différence. En fait, la manière dont Jean Valjean était entré dans les autres lieux et la manière dont il s'était comporté avant qu'on le chasse de partout et la manière dont il va se comporter là, c'est vraiment, ça se voit qu'il a plus rien à perdre. Voilà, c'est vraiment l'attitude d'un homme qui a plus rien à perdre. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Il en a marre. Le feu de la cheminée l'éclairait. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer la scène, mais je vois tellement le visage de Jean Valjean, genre fatigué de tout, en colère contre l'humanité, et le feu de la cheminée qui éclaire son visage. Il était hideux. Parlez bien par contre. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Et là, l'évêque allait ouvrir la bouche pour apparemment demander à Jean Valjean du coup ce qu'il désirait. Jean Valjean, il attend pas qu'on lui parle, il appuie ses deux mains sur son bâton, il regarde autour de lui et là, il attend pas qu'on lui demande quoi que ce soit, il dit à voix haute: voilà, je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Et là, je vous jure, commence vraiment ce monologue, là, je peux mourir. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'en a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Alors, un petit point sur les passeports jaunes qui ont réellement existé. En fait, c'était un passeport avant qui permettait d'identifier, enfin, je dirais même pas identifier, pour moi, c'est plus un passeport qui permettait de marquer les anciens condamnés. Et en fait le passeport était jaune justement parce que la couleur jaune elle est hyper visible, tu vois, et donc les personnes qui avaient été condamnées avaient pour obligation de présenter ce passeport dans les auberges, dans les postes de police et plein d'endroits où voilà. Et en fait je trouve ça tellement injuste que même après ta libération, c'est-à-dire que quand t'es libéré, souvent on considère que tu as payé ta dette, tu vois, entre guillemets, et en fait t'as quand même un passeport jaune et ce passeport jaune t'empêche, tu vois, de te réinsérer dans la société, parce que forcément les gens autour, quand ils vont voir que t'as un passeport jaune, ils vont toujours s'imaginer le pire, tu vois, même si t'as été condamné parce que t'as volé du pain, les gens ils vont aller s'imaginer je ne sais quoi, et en fait ça rend tellement difficile la réinsertion. En fait c'est comme si vraiment quand tu lui donnes un passeport jaune, c'est vraiment comme si tu le marquais au fer rouge pour dire lui il a été condamné, méfiez-vous de lui. Ce qui fait que la méfiance va rendre vraiment la réinsertion impossible. Ça me saoule. J'ai été à une auberge et là j'ai souligné ce passage qui est juste... ça me fait mal au cœur. J'ai été à une auberge, on m'a dit va-t'en. Chez l'un, chez l'autre, personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien, ce chien m'a mordu et m'a chassé comme si il avait été un homme. Ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme. Genre, c'est-à-dire que là, on prend un chien qui... Bon, dans le livre, il est représenté un peu comme, tu vois, un chien un peu méchant, tu vois, qui mord, etc. Victor Hugo, là, laisse entendre que l'être humain est pire, tu vois, qu'un chien enragé qui mord. Et je trouve ça fou que Jean Valjean dise que ce chien l'a chassé comme s'il avait été un homme. Comme s'il n'y avait rien de pire, tu vois, à ce moment même, pour Jean Valjean, qu'un être humain, que ses pairs, tu vois, qui le rejettent partout où il va. Je vous jure, ce moment, quand je l'ai lu, j'ai fondu en larmes. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allée dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. Et il dit, voilà, je suis là, j'ai frappé. Et il demande à l'évêque qui il est. Il lui demande s'il est aubergiste. Et il lui dit directement, j'ai de l'argent. 109 francs, 15 sous que j'ai gagné au bagne par mon travail en 19 ans. Je paierai. J'ai faim. Voulez-vous que je reste? Vraiment, on sent qu'il... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y croit pas, tu vois, qu'il s'attend pour lui, naturellement, que même cet homme-là qui est en face de lui, même lui va le chasser, tu vois.
Donc là il donne tout ce qu'il a, vraiment il déballe tout, il attend même pas qu'on lui parle, qu'on lui pose des questions, il dit tout honnêtement, il cherche pas à dissimuler qui il est et advienne que pourra. L'évêque, voici ce qu'il dit. Madame Magloire, donc c'est leur servante, vous mettrez un couvert de plus. Il parle même pas à Jean Valjean, il parle à cette femme en disant vous mettrez un couvert de plus. En fait je trouve que c'est hyper marquant comme passage parce que après tout ce que Jean Valjean il vient de dire, il a clairement avoué qu'il a été condamné en plus pendant 19 ans, donc on s'attend à ce qu'il ait fait quand même un gros truc parce que 19 ans c'est pas rien, tu vois. Et en fait l'évêque ne lui demande même pas pour quelle raison est-ce qu'il a été condamné, et en fait il s'adresse même pas à lui, tu vois. En fait il fait vraiment comme si tout ce que Jean Valjean il venait de dire c'était pas important. C'est quoi, tu veux manger? Bien. Et en fait c'est tout ce dont cet homme avait besoin. Qu'on le traite comme un être humain, qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne à boire et qu'on lui permette de se reposer, choses pour lesquelles il est prêt à payer, encore une fois, c'est fou. Et en fait ce moment il est tellement touchant. En fait quand Jean Valjean il entend que l'évêque dit ça, en fait il y croit pas. Et il se dit non mais il a pas bien entendu, parce que regardez ce qu'il fait. Tenez, reprit-il, comme s'il n'avait pas bien compris. Ce n'est pas ça. Avez-vous entendu? Je suis un galérien, un forçat. Je viens des galères. Genre, il lui redit au cas où il aurait pas compris. Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. Voilà mon passeport. Jaune. Et en fait, il marque vraiment l'arrêt entre voilà mon passeport. Jaune. Il veut bien être sûr que si on l'accepte pour ce qu'il est et pas qu'on lui fasse un faux espoir. Comme quand il rentrait dans les auberges et qu'on lui disait installe-toi, on va te servir à souper, tu pourras dormir si t'as de quoi payer, et puis ensuite après on le jette et on l'humilie, tu vois. Quand il montre son passeport, il dit cela sert à me faire chasser de partout où je vais. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur mon passeport. Jean Valjean, forçat, libéré, est resté 19 ans au bagne, 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Est-ce une auberge? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? Avez-vous une écurie? C'est-à-dire qu'il s'attend même pas à ce qu'on lui donne une chambre, tu vois. Non mais cet évêque! En fait, après tout ce que Jean Valjean vient de te dire, vous savez ce que l'évêque il dit? Je me fais tellement chier. La fois d'avant, il a dit vous mettrez un couvert en plus, donc pour Jean Valjean, et après tout ce qu'il vient de dire et plein de trucs qui normalement auraient dû faire en sorte qu'il se méfie, tu vois, de cet homme qui est face à lui, il dit Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. C'est-à-dire qu'après tout ce que Jean Valjean il vient de dire, non seulement l'évêque est prêt de l'accueillir sans lui poser aucune question, mais en plus il lui donne la meilleure chambre. Déjà tu vois, ce genre de chambre c'est vraiment destiné aux invités d'honneur, tu vois. Et le fait qu'ils disent de mettre des draps blancs, c'est comme un... Le blanc, tu vois, c'est quand même une couleur qui signifie la pureté. Donc c'est comme si l'évêque avait voulu effacer un peu tout ce que Jean Valjean il vient de dire en lui offrant la meilleure chambre avec des draps blancs, comme s'il voulait annuler toute la stigmatisation qu'il subit depuis qu'il a été libéré, tu vois. Et en fait dans la vie réelle, tu vois, si on met de côté le livre, je pense que dans la vie réelle, genre plein de gens pourraient, s'ils connaissaient une personne comme l'évêque de Digne, je pense que les gens pourraient avoir tendance à croire qu'il est un peu naïf, tu vois, qu'il est un peu enfantin, qu'il n'a pas conscience des dangers de ce monde et du danger que peut représenter cet homme, tu vois, qui est Jean Valjean, qui est un ancien forçat. Mais en fait, ce qu'il faut se dire avec l'évêque, c'est que vraiment, c'est vraiment de la charité consciente. C'est pas de l'inconscience, c'est vraiment, il fait cette charité en toute conscience. Après tout ce que Jean Valjean vient de lui dire, il lui offre la meilleure chambre, des draps blancs, comme un peu pour effacer toute la souillure de la société. Et pour moi, tout ça, c'est comme si l'évêque avait regardé droit dans les yeux de Jean Valjean et qui lui avait dit « Tu vaux plus que ta faute ». Après ça, l'évêque se tourne vers Jean Valjean et il lui dit « Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant et l'on fera votre lit pendant que vous souperez. » Et regardez l'effet que ça produit sur Jean Valjean. C'est écrit « Ici l'homme comprit tout à fait ». C'est-à-dire que Jean Valjean il vient de prendre conscience que l'homme qui était devant lui était peut-être pas un fou, tu vois. Je viens de lui dévoiler tout sur moi et malgré ça, il veut quand même m'accueillir. L'expression de son visage jusqu'alors sombre et dur s'empreignit de stupéfaction, de doute, de joie et de vin extraordinaire. Vrai? Quoi?
Vous me gardez? Vous ne me chassez pas? Vous m'appelez monsieur parce que en plus de ça, on l'appelle monsieur. Vous ne me tutoyez pas? Va-t'en, chien, qu'on me dit toujours. Ça me fait de la peine pour les chiens. Un lit. Il y a 19 ans que je n'ai pas couché dans un lit. Ça doit faire bizarre pour un homme comme Jean Valjean de la gentillesse gratuite, tu vois, quand toute ta vie, t'as vraiment été traité comme un moins que rien, littéralement. D'un coup, genre, autant de gentillesse, je pense que vraiment le contraste, il doit faire mal, tu vois. En plus, l'évêque, il est tellement bienveillant parce que tu vois, quand la femme va venir pour mettre le couvert dans le Jean Valjean, l'évêque va lui dire de mettre son couvert le plus possible à côté de la cheminée pour qu'il puisse se réchauffer. C'est un petit détail mais c'est tellement gentil, tu vois. Et à chaque fois quand il lui parle avec une voix douce et bienveillante et il l'appelle toujours monsieur et Jean Valjean il en revient pas, tu vois. C'est fou d'être aussi choqué qu'on te considère comme un être humain, tu vois, qu'on te traite bien. J'ai envie de chialer. Jean Valjean, il a continué à dire merci de m'avoir reçu. L'évêque il lui dit de ne pas le remercier parce qu'il n'y a pas besoin, tu vois. Il lui dit cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, il lui demande s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif, soyez le bienvenu. Et ne me remerciez pas, ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis à vous qui passez, vous êtes ici chez vous plus que moi-même. Parce que c'est Jean Valjean qui a besoin de se réchauffer, qui a besoin de manger et qui a besoin de dormir parce qu'il est fatigué, tu vois. Et donc c'est vrai, il est plus là chez lui parce qu'il a besoin de toutes ces choses et que toutes les personnes présentes dans cette maison n'en ont pas besoin. Finalement, il est plus à sa place que peut-être ces mêmes personnes-là dont c'est la maison. Non mais non. L'évêque lui dit j'ai pas besoin de savoir ton nom et d'ailleurs avant même que tu me dises que t'as un nom, je savais déjà comment tu t'appelles. Et Jean Valjean, il est surpris, il dit mais vous saviez déjà? L'évêque lui répond oui, vous vous appelez mon frère. Là, l'évêque dit à Jean Valjean, dit si vous sortez de ce lieu douloureux, c'est-à-dire du bagne, avec des pensées de haine et de colère contre les hommes, vous êtes digne de pitié. En revanche, il lui dit, si vous en sortez avec des pensées de bienveillance, de douceur et de paix, vous valez mieux qu'aucun de nous. Comment est-ce qu'on peut écrire des choses pareilles? Non mais vous comprenez pourquoi est-ce que je fais tout un plat autour des misérables? Comment est-ce qu'on peut écrire des choses pareilles? Et au moment de se mettre à table, l'évêque demande à ce qu'on mette des couverts d'argent. Genre il était vraiment heureux d'accueillir Jean Valjean, d'être à la même table que Jean Valjean et de souper avec Jean Valjean. Ma Sheila, non mais vraiment cet évêque, guys, c'est extraordinaire parce qu'en fait juste après pour Victor Hugo, pour décrire du coup comment s'est passé ce souper, il va parler de la lettre que la sœur de l'évêque aura écrit à quelqu'un et dans cette lettre c'est fou parce que la sœur elle dit qu'à table déjà l'évêque fait boire à Jean Valjean un vin, tu vois, il lui fait boire et en fait c'est un vin, elle dit que l'évêque lui-même refuse de boire parce qu'il dit que c'est un vin qui est trop cher, tu vois, donc il donne à Jean Valjean. C'est fou comme il le considère, tu vois. Et en fait, elle dit que l'évêque, en qualité d'évêque, tu vois, ne demande rien à Jean Valjean. Tu vois, il aurait pu, vu que Jean Valjean, ça a été un forçat et que lui, c'est un évêque, il aurait pu se dire, tiens, je vais lui donner des conseils ou je vais un petit peu, entre guillemets, le sermonner pour qu'il puisse mieux vivre plus tard, tu vois. Lui dire, attention, ne retombe pas dans les travers. En fait, il lui demandait, elle dit qu'il lui demandait pas même d'où est-ce qu'il venait parce que en fait dans son passé il y avait sa faute, tu vois, qui l'a conduit justement au bagne et donc en fait tout ce qui touchait de près ou de loin à sa faute, tu vois, l'évêque voulait l'éviter, tu vois, il voulait pas que Jean Valjean s'en souvienne, tu vois, qu'il se sente mal à l'aise, rien. Du coup, il ne lui a absolument rien demandé et il ne lui a absolument rien dit de lui-même, tu vois. Il pensait sans doute que cet homme qui s'appelle Jean Valjean n'avait que trop de sa misère présente à l'esprit, que le mieux était de l'en distraire et de lui faire croire, ne fût-ce qu'un moment, qu'il était une personne comme un autre, en étant pour lui tout ordinaire. La meilleure pitié quand un homme a un point douloureux, n'est-ce pas de ne pas y toucher du tout? Putain. Alors bref, ils sont tous allés dormir et pendant la nuit, Jean Valjean se réveille. Ok, et là Victor Hugo il va faire une petite précision sur le caractère de Jean Valjean où il dit que Jean Valjean était d'un caractère pensif sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Et je suis tellement d'accord avec ça. Gamberge.
Donc quand Jean Valjean il était petit, il a perdu son père et sa mère. Donc Jean Valjean, tout ce qui lui restait c'était une sœur plus âgée que lui, mais qui était veuve et qui avait 7 enfants. Et en fait l'aînée, même quand elle s'est mariée, elle a nourri et logé Jean Valjean, sauf que le mari est mort et le plus grand des enfants qu'elle avait, cette sœur, avait 8 ans et le plus jeune avait 1 an. Et à ce moment-là, Jean Valjean, lui, il atteint ses 25 ans. Et il avait donc depuis la mort de cet homme travaillé et il n'avait pas eu le temps de tomber amoureux, on lui connaissait pas d'amis et ses journées se résumaient à travailler pour un boulot en plus qui était mal payé. Alors la sœur de Jean Valjean, elle travaillait aussi de son côté, mais faut pas oublier qu'elle avait 7 enfants, donc c'était très compliqué, tu vois, comment tu veux faire garder 7 enfants en plus en bas âge et travailler en même temps. Donc Jean Valjean il faisait vraiment tout ce qu'il pouvait. Vraiment là, Victor Hugo a fait une liste de trucs que Jean Valjean faisait, sauf que arriva un hiver où il faisait super froid et où Jean Valjean il avait plus vraiment de boulot, il n'y avait rien et vraiment ils étaient en train de mourir de faim, tu vois. La famille n'eut pas de pain à la lettre, 7 enfants. C'est pour dire vraiment la misère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, littéralement il n'y a plus de pain, il y a 7 enfants et 2 adultes, c'est la misère. Et là il y a un passage qui me fend le cœur, c'est qu'en fait un jour il y a un boulanger qui est en train de fermer sa boulangerie et en fait il va entendre une vitre se briser et en fait il voit une main qui essaye de choper, tu vois, du pain. Donc la main attrape le pain et s'enfuit avec lui, il court derrière, il réussit à arrêter l'homme qui était en train de voler. L'homme avait jeté le pain mais sa main était toujours ensanglantée et l'homme en question évidemment c'était Jean Valjean. En fait c'est horrible parce que ils sont littéralement en train de mourir de faim, il n'y a rien à manger et la seule option qui était restée à Jean Valjean c'était de voler du pain. Il va être traduit en justice pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Jean Valjean fut déclaré coupable. Il y a un passage ici où Victor Hugo il écrit « Il y a dans notre civilisation des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant. » C'est-à-dire qu'ils ont rendu leur verdict, tu vois, et c'est vrai que c'est vraiment de l'abandon, même si évidemment... Tu vois, voler c'est pas bien, mais je trouve que les crimes commis c'est tellement du cas par cas. Par exemple, tu vois, voler c'est pas bien, mais là on a un homme qui a à charge sa sœur et ses 7 enfants. C'est un homme qui a toujours travaillé. Et là, il avait tout simplement plus de travail. Il fait quoi, tu vois, il regarde 7 enfants mourir de faim. En fait, il n'a pas eu d'autre solution que de voler pour faire manger ses enfants. C'était même pas pour que lui, il puisse manger ce pain. Je veux dire, il y a un contexte derrière, tu vois. Et donc, Jean Valjean a été condamné à 5 ans de galère. Et pourquoi est-ce que je vous dis que Victor Hugo il est très fort? Parce qu'en fait là tu vois il va vraiment juxtaposer 2 événements, c'est-à-dire qu'on est en train de célébrer la victoire de Bonaparte à Paris, tu vois, donc c'est une fierté nationale et exactement au même moment un homme est en train d'être brisé de manière complètement anonyme. Et pourquoi on parle de briser un homme? Parce que tu vois, quand quelqu'un était condamné donc aux galères, quand il était condamné aux travaux forcés, les forçats en fait sont attachés les uns aux autres avec des chaînes, soit du coup à la cheville, soit au cou, tu vois. Donc au même moment où on est en train de célébrer la victoire de Bonaparte en Italie, ailleurs, tout près, tu vois, il y a un homme dont on est en train de, avec les coups de marteau, on est en train de sceller son destin, tu vois. On est en train de refermer les chaînes autour de son cou. Et au même moment, Victor Hugo, il est en train d'écrire que Jean Valjean pleure, tu vois. Il était assis à terre comme tous les autres. Il paraissait ne rien comprendre à sa position, sinon qu'elle était horrible. Il pleurait, les larmes l'étouffaient, elles l'empêchaient de parler. Il est en train de pleurer, il est en train de dire que en fait, il a travaillé, mais en même temps, tu vois, il montre Jean Valjean en train de faire un geste de sa main comme s'il était en train de toucher 7 têtes, tu vois, pour dire qu'il avait fait ça pour 7 enfants. Et là, Victor Hugo, il écrit « Et par ce geste, on devinait que la chose quelconque qu'il avait faite, il l'avait faite pour vêtir et nourrir 7 enfants. » Et en fait, c'est fou parce qu'on se dit que rien n'a jamais et ne changera probablement jamais, tu vois, c'est que ce sera toujours la même chose. Tu vois ces petites misères qui arrivent à des hommes dans l'indifférence totale, tu vois, par exemple comme Jean Valjean, son destin est littéralement en train de basculer, il est en train d'être broyé et à côté, tu vois, on est en train de célébrer la grande victoire de Bonaparte, les noms célèbres, les dates,
et les grands événements écrasent complètement les vies minuscules. Et tu vois, par ce passage, Victor Hugo, il force vraiment le lecteur à regarder ce que très souvent on refuse de voir. C'est-à-dire l'injustice et les hommes brisés dans l'indifférence totale. Et ce que j'adore avec Victor Hugo, c'est que vraiment par là, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est que le vol, c'est vraiment un acte de survie, pas de malveillance. Il n'a pas volé pour voler, il a volé pour nourrir, mais ça, la justice, enfin l'État n'en a rien à faire. T'as volé, on te condamne. L'État punit sans chercher à comprendre. Et c'est comme ça que la misère transforme les bons en coupables. Et ce qu'il nous montre, Victor Hugo, c'est que juridiquement, Jean Valjean, il est coupable, mais moralement, il est innocent. C'est ce qu'il faut retenir de ce passage qui me fait chialer à chaque fois. Je vous jure, c'est juste horrible. C'est écrit, tout s'effaça de ce qui avait été sa vie jusqu'à son nom. Il ne fut même plus Jean Valjean, il fut le numéro 24 601. Dans ce cœur où il y avait eu une plaie, il y eut une cicatrice. Voilà tout. Et enfin, pourquoi est-ce que Jean Valjean, il a fait 19 ans de bagne? Parce qu'en fait, pendant toutes ces années, il a essayé de s'échapper, je crois 4 ou 5 ou 6 fois. Et en fait, à chaque fois, ils l'ont chopé. Voilà. Il est resté encore plus longtemps, encore plus longtemps, encore plus longtemps. Et c'est ainsi qu'il est resté au bagne 19 ans. Pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Victor Hugo écrit, Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il y était entré désespéré. Il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme? Bon guys, on va arrêter la lecture jusqu'ici. En fait, je vous mens pas, j'avais envie de pousser la lecture jusqu'à un moment que j'avais envie qu'on aborde dans cette vidéo, mais en fait ça va être beaucoup trop long. Je pense que la vidéo elle va être déjà assez longue comme ça, et j'ai pas envie de décourager les potentiels lecteurs des Misérables qui voudraient commencer le livre, donc on va s'arrêter ici. Et en plus il est 17h passé, je n'ai rien fait de ma journée que la lecture des Misérables, chose merveilleuse, mais il faut pas que j'oublie qu'il faut que je travaille. Et il faut aussi que je me nourrisse, hein. Je vais aussi aller donner un peu d'attention quand même à ma copine qui a dormi toute la journée à côté de moi. En tout cas, j'espère que la vidéo jusqu'ici elle vous a plu. J'espère vraiment que ça vous donne envie de lire Les Misérables. Parce que Les Misérables, c'est un livre extraordinaire et tout le monde devrait lire Les Misérables. Je vous fais de gros bisous et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, besties. Et revenez surtout pour la suite parce que la suite, elle va être très émouvante. Voilà. Bisous.